Aujourd'hui, nous allons parler des millennials, d'emploi, de recrutement, d'innovation digitale et de l'Australie. J'ai reçu 6 questions de la part d'Alexis Le Seigneur du London Speaker Bureau. Voici mes réponses en français. Qu'est-ce qui différencie les millennials des générations précédentes en termes d'emploi ? Avant de parler emploi, je pense qu'il y a deux choses qui sont à la base des différences que les managers et les recruteurs prêtent à cette génération. D'un côté, les parents qu'ils ont, de l'autre, le monde dans lequel ils vivent. Nous sommes désormais dans un monde de « et plus dans un monde de « ou ». Il n'y a plus à choisir, les paradoxes coexistent dans un nouveau normal dans lequel les millennials ont grandi et dans lequel les plus anciens, donc les plus de 35 ans, se sont adaptés. Dans ce monde, on peut avoir un niveau de chômage record et vivre une pénurie de compétences. On peut être chômeur et diriger une entreprise. On peut être salarié et avoir son business sur le côté en chinant sur eBay ou en louant son appart sur Airbnb. Bon, c'est ce qu'on appelle en français le moonlighting. Dans ce monde, on peut travailler dans une entreprise dans laquelle on se sent bien et être en recherche active. Dans ce monde, on peut aussi souhaiter choisir sa façon de travailler, vouloir travailler avec un manager exigeant. Et dans ce monde, on peut vouloir gagner un bon salaire, avoir un équilibre de vie. Bref, dans ce monde du « et », il est ridicule de chercher à catégoriser les millennials, ou les jeunes, peu importe. On ne peut pas dresser le portrait robot d'une culture qui est à la fois désabusée et passionnée, qui peut être ultra connectée au monde et sans doute déconnectée complètement de l'actualité, qui est confiante dans ses capacités et en même temps inquiète pour son avenir, et que l'on prête individualiste, et qui pourtant est très active dans de nombreuses communautés. Ceci étant posé, je peux enfin arriver à la question d'Alexis, qui porte sur l'emploi, qui, vous vous doutez bien, s'est aussi transformé en long, en large et en diagonale, avec notamment les attentes des candidats qui ont changé. Ils veulent une expérience qui a du sens, à égalité, avec une rémunération qui les prend au sérieux, et, toujours ce et, une formation continue qui leur permette de préparer leur avenir professionnel. Ensuite, les pratiques des recruteurs ont changé, car ils ont investi les réseaux sociaux en copiant les pratiques des candidats pour humaniser la relation entre les candidats et leur entreprise, ce qui est à mon avis directement lié avec l'intérêt que portent beaucoup de managers aujourd'hui pour des conférences et des formations à l'intergénérationnel. Ensuite, la philosophie du travail elle-même a évolué, avec une augmentation en France de 2% par an de l'offre de télétravail. Alors, c'est peu, mais ça reflète directement ce qui est demandé aux employés actuels, de ne plus être des salariés, mais des collaborateurs. D'ailleurs, c'est amusant de constater qu'en parallèle, dans le monde des indépendants, ils sont en train de se rassembler dans des espaces de coworking. C'est-à-dire qu'on est en train de se croiser, comme si naturellement il y avait un espèce d'équilibre à trouver entre l'indépendance et le collectif. Ensuite, les modes de management aussi ont changé, avec l'innovation managériale, évidemment, le gros sujet à la mode en ce moment, qui postule que le manager n'est pas là pour motiver ses collaborateurs ou encore pour les aider à développer des compétences, mais pour les aider à trouver leur place dans l'entreprise et pour les aider à identifier leurs appétences. Donc c'est les méfaire. Et enfin, comme dernier changement à prendre en considération, je parlerai également de l'ouverture sur l'étranger, qui a aussi changé. Après tout, pourquoi rester en France pour chercher un job ? Pourquoi ne pas se laisser tenter par l'étranger ? À Sydney, depuis 2004, je vois une augmentation de 20% par an du nombre de candidatures qui provient de Français. Maintenant, si vous souhaitiez une réponse en 1 minute, j'aurais répondu que les jeunes candidats et toute personne en train de chercher un emploi en ce moment arrivent sur un marché du travail qui est confus et fragmenté, avec une maturité des pratiques managériales et des pratiques de recrutement qui sont inégales d'une entreprise à l'autre. C'est-à-dire qu'en même temps que ces transformations se mettent en place, vous trouverez toujours des dirigeants d'entreprise qui considèrent que le télétravail est injuste, notamment envers la prod, que les formations doivent être valorisées comme des récompenses, circa 1983, que les jeunes chercheurs d'emploi sont au choix mal polis ou démotivés, restons polis, parce qu'ils posent des questions qui fâchent sur les horaires pratiqués ou le salaire proposé. De l'autre côté, vous avez le recrutement, où vous allez trouver
Des entreprises extrêmement matures qui ont des écosystèmes de recrutement et des sites carrières dans lesquels les recruteurs vont pouvoir comprendre les valeurs de la boîte, vont pouvoir entendre des interviews des personnes qui travaillent dans cette entreprise et avoir donc finalement toutes les infos dont ils ont besoin pour préparer leur entretien. Même s'il y a un chatbot, ne me lancez pas là-dessus. Alors que de l'autre, vous allez toujours trouver des entreprises qui vont recruter sur le physique, sur le nom, sur le nombre de fautes d'orthographe qui n'a pas été faite dans la lettre de motivation ou sur le feeling. Quels sont les plus gros challenges auxquels doivent faire face les entreprises en termes de recrutement ? Commençons avec une évidence. Nous avons dans le monde un problème d'offre et de demande dans l'emploi. Rien qu'en France, ce sont 10 millions de chômeurs au compteur, alors que selon une étude de la BPI de janvier 2018, 57% des PME et des ETI ont du mal à recruter. C'est entre 60 et 70% dans le monde. Ce qui a plusieurs conséquences. D'abord, comme certains secteurs ne disposent pas d'assez de candidats actifs pour remplir les sièges vacants, il faut aider les candidats passifs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà un job mais qui ont une oreille à l'écoute, on ne sait jamais, à s'intéresser à ce que les entreprises en recherche ont à offrir. Seconde conséquence, pour être considérés par ces candidats passifs, qui ne quitteront pas la proie pour l'ombre, il faut les comprendre, beaucoup d'entre eux cherchent une expérience, un titre, un défi, ou plus basiquement un meilleur salaire, pas un job. Et dernière conséquence, il y en a d'autres, mais restons courts, ne s'intéresser qu'aux candidats passifs est illusoire, car ils ne suffiront pas. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour identifier des candidats qui pourraient convenir, même s'ils n'ont pas le diplôme ou l'expérience dans le poste que vous cherchez à remplir. Il va falloir faire preuve de patience pendant que ces candidats se forment, et surtout, il va falloir faire preuve d'audace en les recrutant. De ces conséquences, on peut tirer 5 actions concrètes que les entreprises devraient mener en 2018. Parce que j'avoue que je préfère parler d'actions concrètes que de vous parler d'enjeux. Première chose, que les recruteurs doivent changer de posture. Grosse évidence, la relation avec les candidats s'est équilibrée, voire inversée, à leur faveur. Donc essayez de trouver en ce moment des développeurs sérieux, des conducteurs de travaux aguerris ou des ingénieurs en énergie renouvelable. Les recruteurs ne s'adressent plus à des chercheurs d'emploi, mais à des offreurs d'expérience, des offreurs de compétences, à des offreurs d'appétence. Alors la compétence, c'est le savoir-faire, et l'appétence, c'est l'aimer faire. Regardez Google. Ce qui revient à dire que le recruteur n'est plus le bouncer du papagayo, mais un commercial de marque de luxe qui doit veiller à son taux de transformation. Je reprends volontairement un terme commercial parce qu'on parle d'ailleurs en ce moment d'inbound recrutement, qui copie les pratiques commerciales en reprenant l'entonnoir de vente, voire même celui du growth hacking. Attirer, convertir, recruter et fidéliser. C'est le sujet du moment, vu le nombre d'interventions que je donne sur le sujet. Autre action, le branding ne concerne plus que les produits ou les pratiques d'employeurs. Le dirigeant aussi doit commencer à prendre au sérieux sa marque personnelle. Le personal branding, qui était un sujet il y a 10 ans, est en train de devenir ou redevenir un sujet pour les dirigeants. D'abord parce que c'est un moyen détourné de parler de sa boîte. Regardez ce que fait Gary Vaynerchuk à ce sujet. Ensuite, parce que cela permet d'humaniser son entreprise en lui donnant un visage et une personnalité. Et enfin, parce que c'est un moyen de communiquer à l'extérieur de façon simple et concrète sa culture d'entreprise. Autre conseil à donner aux entreprises, avant de recruter, qu'elles commencent par arrêter de faire fuir les talents qu'elles ont déjà. Chaque jour, j'entends des histoires d'horreur, comme le recruteur qui manque de respect aux candidats, comme le manager à côté de la plaque concernant les attentes de ses collaborateurs, ou encore comme ce processus d'onboarding qui n'existe pas. Toujours selon l'étude BPI que j'ai déjà citée, 40% des PME et des ETI ont souffert d'un départ d'une compétence clé. Donc comprenez rapidement ce qui ne fonctionne pas chez vous, quitte à pointer du doigt certains managers qui utilisent leurs émotions plutôt que des valeurs managériales, et mettez en place un kit talent index ou des entretiens de départ. Pour commencer. Autre action, maîtriser les coûts de recrutement, bien sûr, qui sont en train de s'envoler à cause de la difficulté de trouver les bonnes compétences dont je viens de parler. Il y a énormément d'optimisation à faire dans les dépenses en recrutement, que ce soit en dépenses chez les annonceurs, qui peuvent être, à mon avis, facilement réduites de 30 à 70% avec une bonne négo, mais aussi en temps passé par les équipes de recrutement à gérer leurs réseaux sociaux. Encore beaucoup d'équipes n'ont pas de méthode et d'approche vraiment optimisées et mettent à jour leurs réseaux sociaux quand elles y pensent. Et enfin, dernière action que certaines entreprises pourraient suivre, retirez les oursins de vos poches et payez vos collaborateurs à leur juste valeur. Quand vous pensez rémunération, ne pensez pas seulement à la rémunération, pensez également engagement et rareté des compétences. Plus une compétence est rare, c'est logique, plus elle vaut cher. Et plus vous devriez, en tant que dirigeant, trouver le moyen
pour justement qu'elle ne soit plus rare dans votre entreprise. Quelles sont les grandes tendances et transformations à venir dans le monde du travail dans les 5 prochaines années ? Je ne sais pas si je dois perdre mon temps et le vôtre à répondre à cette question. Parce que je ne pense pas que le RH ait besoin de tendances à 5 ans quand elles ne sont pas toutes arrivées en 2018. Parce qu'il faut bien dire que je rencontre encore des dirigeants qui n'ont pas compris les transformations sociétales en cours et qui continuent par exemple à regarder ces jeunes qui arrivent comme différents. Et là, je mets 3 couches de guillemets et je reste poli. Alors que le changement de comportement, d'attente et d'attitude sont en ce moment plus marquants chez les quadras. Je rencontre aussi encore toujours des dirigeants qui ont peur d'Internet ou qui pensent qu'ils ont le contrôle. Imaginez tous ces secteurs dans le monde entier qui ont des soucis d'attraction, de recrutement, de management et d'engagement. Pensez que même les marques de luxe que l'on pourrait croire à l'abri ne le sont pas. Alors non, vous ne contrôlez pas grand-chose. Et même si la peur n'évite pas le danger, bon d'accord, le courage non plus. Ensuite, je rencontre encore des dirigeants qui considèrent que le télétravail n'est pas juste pour ceux qui sont dans la prod et que c'est une récompense comme la formation l'était dans les années 90. Le télétravail n'est pas une récompense. C'est un mode d'organisation collaboratif qui améliore le bien-être de vos collaborateurs, qui peut redonner de l'envie en responsabilisant et qui paradoxalement recrée du lien. Bref, je ne sais pas si le télétravail sauvera la planète, mais de toute façon, quand on voit que de leur côté, les freelances se rassemblent dans des espaces de coworking, on voit bien que le temps passé seul chez soi ou en groupe dans l'entreprise ou dans un tiers-lieu est en train de s'équilibrer d'une façon ou d'une autre et de façon naturelle. Ceci étant dit, je pense que même si vous êtes d'accord avec moi, vous allez me dire « Ouais, mais quand même, on veut connaître les tendances pour se préparer. » Ok. Alors, pour les boîtes qui sont en 2018, voici 3 tendances de fond. Première chose, la réinvention. En ce moment, les entreprises sont en train de subir la transformation digitale pour faire comme tout le monde, et pour survivre. Il va être temps de reprendre les choses en main pour dicter ses termes et retrouver ses valeurs fondatrices post-transformation digitale. Donc il va falloir trouver des valeurs, une vision commune et une raison d'être. Ah oui, ça sonne beaucoup comme les années 90, cette histoire. Mais bon, cette approche de réinvention n'arrive pas par hasard maintenant. N'oubliez pas que depuis quelques mois, beaucoup de professions, du ramasseur de balles à Roland-Garros jusqu'au chauffeur de poids lourd, est en train de s'inquiéter sur la robotisation de son métier. Donc se réunir sur la réinvention est aussi l'occasion d'avoir un vrai échange sur ce sujet. Et qui en même temps introduit la seconde tendance qui est l'humanisation et l'empathie. L'usage des réseaux sociaux et les attentes de transparence des candidats est une chance incroyable pour les entreprises de montrer comment elles gèrent l'expérience de leurs collaborateurs sans bullshit. Par exemple, à Sydney, par manque de candidats, on n'a pas eu beaucoup de choix. Mes chargés de recherche et mes recruteurs mettaient leur numéro de mobile sur leur annonce. On n'avait pas le choix, on manquait de candidats. Nous envoyions également aux candidats qui nous appelaient la description de fonction du poste à pourvoir. Et du côté entreprise, nous leur demandions de nous décrire leurs valeurs, ainsi que de nous expliquer comment elles étaient réellement mises en œuvre dans leur pratique RH, ce qui nous permettait ensuite d'en parler aux candidats et de faire un lien entre les valeurs. La troisième tendance est bien sûr de devenir un média. La guerre des talents n'étant plus un mythe américain, les entreprises doivent devenir des médias. Trouvez votre médium préféré, que ce soit par la voix avec les podcasts, l'écrit avec les blogs ou les vidéos avec YouTube. La différence se fera sur votre capacité à donner des infos sur votre culture, mais aussi à donner des liens, des pistes, des conseils qui pourront être utilisés par ceux qui vous écoutent et envisagent éventuellement de vous confier leur candidature. Pourquoi croyez-vous que j'ai plusieurs blogs, j'ai plusieurs chaînes YouTube et une chaîne de podcast ? Voilà mes 3 tendances, même si j'insiste, persiste et signe sur le fait qu'il n'y a aucun intérêt à capter les transformations 5 ans avant qu'elles n'arrivent. Ce qui est important est que lorsque la transformation est identifiée, il faut s'y mettre le plus rapidement possible. Comment tirer parti des innovations digitales dans son leadership et son recrutement ? En les utilisant à bon escient et en comprenant les dérives qui les accompagnent. Comme certains managers qui préfèrent régler leur compte avec un collaborateur par email pour ensuite faire comme si de rien n'était dans la vraie vie, IRL, excusez-moi, en réalité, je crois qu'en 2018, il y a 2 questions qui sont posées en parallèle. Comment tirer parti des innovations digitales et comment y survivre, comment ne pas s'y noyer ? Parce que le digital fait plusieurs promesses qui, selon moi, ne sont pas tenues. Déjà, plus de transparence.
Alors qu'en fait, c'est une fausse transparence. Car même si vous avez accès à toutes les discussions qui ont lieu dans votre entreprise via un Slack ou un Discord, si vous êtes une start-up de ouf, l'info est tellement noyée dans la masse que même avec un bon moteur de recherche, vous ne retrouverez pas l'info précise que vous cherchez, ou alors vous allez passer à côté d'infos importantes ou utiles que vous ne cherchez pas. Ensuite, les réseaux sociaux nous promettent plus d'efficacité quand le vrai danger est l'addiction. Il y a même une association qui milite en Californie pour obliger les GAFA et consorts de rendre leurs services moins addictifs. Même Zuckerberg, dans ses vœux de nouvelle année en 2018, a dit qu'il allait réparer Facebook. Je ne sais pas comment il va faire quand le problème est Facebook. Et la troisième chose, la promesse est que les réseaux sociaux et le digital en général nous apportent plus d'agilité. Sauf que la vitesse et la complexité des infos, regardez ma vidéo sur VUCA en passant, et l'interruption permanente due aux messageries internes sont davantage source de confusion et de perte de direction que d'agilité. Alors pour que ces promesses soient tenues, je vous propose 3 choses. Plutôt que de parler de transparence, commencez par utiliser ces innovations pour humaniser votre boîte en montrant, sans mise en scène, attention, ce qu'il s'y passe. Devenez un média et partagez des infos de votre secteur, de votre métier et de votre entreprise. Dans cet ordre, attention, dégagez la table ronde, le décor, le journaliste interne qui interviewe le directeur commercial. C'est chiant et ça ne trompe plus personne. Vos collaborateurs doivent proposer les sujets et animer eux-mêmes les réseaux sociaux avec évidemment un petit coup de main de la com. Ensuite, plutôt que de parler d'agilité, commencez par développer vos capacités d'apprentissage à la demande. Désormais, vous pouvez apprendre au moment où un problème se présente ou lorsque vous souhaitez lancer un projet. Ça évitera de vous taper des journées complètes de formation aux effets incertains. Et enfin, plutôt que de parler d'efficacité, commencez par responsabiliser les collaborateurs en leur donnant les moyens de mesurer eux-mêmes leur performance et de s'organiser seuls en fonction de celle-ci. Je ne vous parle pas d'entreprise libérée, je vous parle de relations de confiance, Saint-Aubry, si tu nous écoutes. Pour être beaucoup plus terre-à-terre et pour terminer, si vous prenez le digital au sérieux, il y a 2 choses à mettre en place rapidement. 1, si vous êtes recruteur, construisez ou révisez votre écosystème de recrutement. Cet écosystème relie tous les sites que vous contrôlez, sites carrière, blog, profil LinkedIn, profil chez les annonceurs, chaîne YouTube ou Vimeo, bref, je vais m'arrêter, je ne vais pas tous les citer. Cet écosystème n'ayant qu'un seul objectif, aider les candidats qui ne vous cherchent pas à vous trouver et ceux qui vous connaissent à obtenir des infos sur vous qui soient réelles. Enfin, si vous êtes manager, et là je ne vais pas vous donner tout le parcours, juste vous donner la première étape, réunissez votre équipe et mettez-vous d'accord sur le médium à utiliser selon le niveau d'urgence de l'info à traiter. Par exemple, le téléphone quand c'est très urgent, la messagerie quand c'est important mais moyennement urgent, et le mail pour tout le reste. Comment la France se compare-t-elle en matière de ressources humaines par rapport à l'Australie ? En fait, avec un taux de chômage de 5,5%, une population vieillissante et une économie qui repose sur l'extraction minière et sur les services, l'Australie est touchée depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus en profondeur par les sujets qui commencent à peine à être d'actualité en France. La pénurie de compétences, l'humanisation, les réseaux sociaux, l'impact du digital sur le management ou la robotisation. Ce qui me donne quelques années d'avance par rapport à l'Europe. Je m'amuse beaucoup en ce moment parce que je vois arriver une foultitude de startups qui proposent des apps et des solutions qui permettent d'améliorer la QVT, de mesurer le bonheur et l'engagement, alors que j'avais développé ce type d'application en 2004. Et je peux même vous dire ce qui s'est passé ensuite. Après une période de Far West sur ces sujets, les entreprises ont commencé à revoir leur démarche de gestion des talents et leur formation managériale. Nous avons donc eu la mode Génération Y en 2003, et puis l'intérêt s'est porté sur le stress et le plaisir au travail en 2004, et puis le rôle du DRH dans la stratégie de l'entreprise en 2005, et la mode de l'innovation managériale a touché le pays en 2006. Depuis, les sujets sont l'hyper-personnalisation, le management à distance et la robotisation, notamment depuis les expériences de Rio Tinto, qui a robotiser plusieurs mines et ports qui sont aujourd'hui automatisés presque à 100% avec des équipes de maintenance qui sont situées à 400 km des mines en question. Pour moi, la France est en avance sur un seul sujet, la complexité. L'Australie valorise la simplicité et la connexion. Regardez par exemple, toutes les démarches administratives peuvent se faire en ligne simplement depuis 20 ans. Je vous donne juste un seul exemple pour conclure. Regardez la fiche de paye. Quels seraient vos 3 conseils clés pour un responsable des ressources humaines ? Je vais approcher le sujet avec beaucoup d'humilité parce que c'est difficile de donner des conseils aux RH sans connaître leur niveau de liberté, leur niveau de maturité, leur légitimité et leur personnalité. Bon, tentons quand même.
Première chose, je pourrais dire, si vous ne l'êtes pas déjà, soyez pionnier en transformation digitale. Nous sommes sortis de la vision outil il y a 3 ans. Maintenant, tout est à propos de l'humain et rien que l'humain. Donc un sujet RH. Alors oui, l'automatisation menace, mais je suis sûr que les bots à tous les étages vont lasser, que nous allons voir des produits porter le label fabriqués par des êtres humains très rapidement, qui feront la différence auprès de vos consommateurs et de vos candidats. Autre sujet sur lesquels les RH devraient s'intéresser, les neurosciences. On parle beaucoup de neuroéconomie, de neuromarketing, et je pense que d'une façon ou d'une autre, les RH devraient mettre leur nez là-dedans, avant que ça tourne mal. Ensuite, second conseil, prenez les rênes de l'innovation. Alors je parle un peu dans le vide en Europe, beaucoup moins en Australie, où les entreprises ont compris que la capacité d'innovation ne dépendait pas d'un directeur de l'innovation, mais de la qualité et de l'audace du recrutement, de la rapidité de la formation et d'un environnement managérial qui favorise ce que j'appelle les 4 chevaliers de l'apocalypse, l'empathie, la créativité, l'initiative et le courage. En résumé, la capacité des RH de maintenir une culture favorisant naturellement l'innovation. Bon, alors je suis persuadé que le patron de l'innovation devrait avoir une expérience RH, mais bon, c'est que moi. Enfin, en troisième, devenez plus curieux des sujets à venir. Projetez-vous, analysez les tendances qui arrivent et favorisez la curiosité dans votre équipe. Je suis encore halluciné de voir le nombre de RH qui n'a jamais assisté à un TEDx, ce qui montre le peu de temps alloué à la curiosité et à la découverte et trop de temps perdu, passé dans le quotidien à résoudre des problèmes qui vous empêchent de regarder devant et d'être crédible au-delà de résoudre des problèmes de fiches de paye. C'est à vous de prendre en main les sujets qui vous concernent, mais qui sont en train d'être confiés à d'autres. La transformation des entreprises en médias, la montée de l'entrepreneuriat ou l'intelligence collective. Et là, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, bonne chance ou appelez-moi.